À la une ce soir, l'alignement de Mercure et du Soleil dans l'axe de la Terre. Un moment rare et difficile à observer qui aura duré 7 heures dans notre ciel. Des collégiens de Cayenne ont eu la chance de le contempler. Une manifestation pacifique ce week-end contre l'emplacement du futur cimetière de Montjoly. Les habitants de la cité Arc-en-Ciel insistent, la mairie doit tenir ses engagements. Cette dernière ne démord pas. Explication dans ce journal. Enfin, un tournoi de beach volley s'est tenu sur la place des Palmistes le week-end dernier. La sélection Guyane affrontait celle du Suriname et de Macapa. Un entraînement de plus pour nos Guyanais avant la finale de la Continental Cup. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. C'était un rendez-vous immanquable pour les amoureux des astres et de l'univers. La rencontre entre Mercure et notre Soleil, un alignement rare et difficile à observer, à moins d'être bien équipés. Ce sont donc les spécialistes qui ont su profiter de ce spectacle aujourd'hui. C'est le cas de 7 scientifiques en herbe du collège Auxence Contou, sélectionnés pour la finale du concours de sciences. C'est génial. Reportage à Yudeli Germa. Et on peut regarder le soleil comme ça parce qu'on n'a pas mis de filtre. Sinon, on se brûle la rétine des yeux. Et on devient aveugle. Et on devient aveugle jusqu'à l'éternité de la vie. Pour observer le passage de la planète Mercure devant le Soleil, il faut être très précautionneux. Grâce à une feuille de papier, à l'autre extrémité du télescope, on observe Mercure, une minuscule tache d'un diamètre apparent 160 fois plus petit que le Soleil. On voit Mercure, un tout petit point noir devant le Soleil, et pas assez grande pour l'éclipser. Quand on regarde la maquette du système solaire qui a été faite par les élèves, là on a le Soleil et les planètes telluriques, les 4 premières planètes telluriques qui sont à l'échelle. On voit que le Soleil est beaucoup plus gros que Mercure et que la Terre. Et Mercure tourne autour du Soleil en 87 jours. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le Soleil, Mercure et la Terre sont parfaitement alignés. Le transit de Mercure est un phénomène exceptionnel qui se reproduira dans 33 ans. Les 7 lauréats du concours C'est Génial ont pu l'observer aujourd'hui après avoir présenté leur projet scientifique intitulé La Guyane voyage dans l'espace. Ce concours C'est Génial Collège est organisé par un dispositif ministériel Sciences à l'école. Donc c'est un projet interdisciplinaire qui peut se réaliser au sein de la classe ou au sein du collège. Donc dans le cadre du collège Auxence Contou, ça s'est réalisé au sein d'un club scientifique. Les élèves travaillent sur une problématique et puis à partir de cette problématique, ils vont emprunter les démarches des scientifiques, c'est-à-dire s'interroger, expérimenter, faire des recherches. Le projet préparé par les 7 collégiens depuis le début de l'année a été retenu aujourd'hui par un jury de professionnels pour la finale à Paris le 21 mai prochain. Je suis fière et surtout je suis très stressée aussi parce que j'ai presque tout le monde sur le dos dire on va gagner, t'inquiète pas, tu vas réussir et tout. C'est stressant. C'est un projet qui est très intéressant, d'autant plus que nous avons le centre spatial en Guyane, donc un projet qui est orienté astronomie, planète et système solaire est forcément très intéressant. En plus, si ça peut donner de la motivation à d'autres jeunes de poursuivre sur cette lancée-là, voire de les attirer vers des métiers scientifiques ou simplement les études, c'est déjà une très très bonne chose. L'année dernière, la Guyane s'était déjà illustrée lors de la finale nationale du concours scientifique C'est Génial. Le collège Albert Londres de Saint-Laurent-du-Maroni avait obtenu un prix spécial Club scientifique pour leur projet Dingue, la solution Goupy. Des sièges sous des chapiteaux et des panneaux sur le chantier du futur cimetière de la Discorde. C'est la réponse de plusieurs habitants de la cité Arc-en-Ciel au maire de Montjoly. Une manifestation pacifique menée tout au long du week-end pour réclamer le respect des engagements du maire et affirmer ne pas être opposé au cimetière mais bien à son emplacement. Xavier Paul Lepelletier revient sur le conflit qui oppose la municipalité aux habitants. Ces images début 2016 avaient fait le tour de la Guyane. Aujourd'hui, à l'heure promise du retour aux discussions, aucun des partis n'est prêt à se rencontrer. D'un côté, les dégradations ont fait leur retour sur le chantier. De l'autre, la mairie estime que le dialogue est rompu. Ça ne me fait pas peur, mais il m'a été dit de ne pas venir dans ce quartier parce que c'est leur quartier. Et que le maire ne doit pas venir parce qu'il sera mal accueilli. J'y suis quand même allé. Je suis allé plusieurs fois. Mais là, actuellement, nous ne sommes plus dans le cadre d'une convivialité. Ce sont des gens cagoulés, avec des fusils à canon sciés, qui ont séquestré les vigiles que nous avons mis en place
et qui ont tout cassé. Nous ne sommes plus dans le problème de la discussion, de savoir si cette infrastructure sportive est absolument nécessaire pour calmer ces violences. Non, 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 non. Il y a actuellement un gros bouscule de gens qui considèrent que l'ensemble de l'emprise foncière qui est par là leur appartient. Du côté des représentants du quartier, on condamne les dégradations sans pour autant accepter le projet en cours. Je trouve bien dommage que la mairie décide de déplanter un cimetière juste où il y a un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de manifestation. Et nous ne comprenons pas pourquoi il insiste à ce fait de construire ce cimetière alors qu'il y a tellement d'espace un peu plus en amont. J'ai su que demain il y aura la présence du préfet avec le maire ici. J'espère qu'il va nous permettre de pouvoir en parler et d'arriver à un consensus avec tout le monde. Demain, donc, le préfet visitera la commune. Les habitants de Cité Arc-en-Ciel espèrent pouvoir lui faire entendre leurs arguments. En bref, à présent, le procureur de la République indique que le principal suspect du meurtre de Christopher Hanner a été interpellé et placé en garde à vue ce matin. Il s'agit d'un jeune Brésilien de 21 ans qui s'est présenté lui-même aux forces de l'ordre. On rappelle que Christophe Hanner avait été victime d'un coup de couteau en pleine poitrine samedi matin à Balata. Après s'être interposé entre un jeune homme et son ex-compagne, il a succombé plus tard à ses blessures à l'hôpital de Cayenne. Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours. Nous vous en parlions la semaine dernière. La Chambre régionale des comptes juge l'exercice du SDIS, l'exercice administratif du SDIS très perfectible entre 2008 jusqu'à nos jours. Elle a rendu un rapport dans lequel elle établit 10 recommandations pour améliorer cette situation. Nous recevons justement ce soir le directeur du SDIS, Félix Anténor Abazac. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va donc revenir sur ce texte. Déjà, premièrement, de manière globale, la situation financière du SDIS est donc jugée très perfectible, je le disais. Qu'en dites-vous ? On peut être d'accord avec cette affirmation. C'est vrai qu'au niveau des investissements, la Cour a jugé que l'on pouvait encore améliorer nos investissements, en particulier construire des casernes et acheter du matériel. Et aussi, elle a noté effectivement la problématique que tout le monde connaît et qui est à la une parfois des médias, c'est celle donc du financement du SDIS, où nous avons des contributions des communes qui rentrent parfois de manière aléatoire. Et là, il faut améliorer cette entrée. Et il nous a demandé par contre aussi de nous adosser sur une convention financière avec la CTG. C'est-à-dire qui permettrait de lisser nos investissements sur plusieurs années et qui permettrait aux deux parties de pouvoir envisager l'avenir sur de bons auspices. Alors ça, c'est de l'ordre de l'avenir, en tout cas pour aujourd'hui. On rappelle que les recettes de fonctionnement des pompiers, comme vous le disiez, viennent exclusivement des collectivités. Le rapport de la Chambre régionale des comptes souligne aussi que la facturation de certaines interventions pour des tiers, on en parlait il y a très peu de temps dans les médias, que ce soit public ou privé, eh bien ça reste marginal. Mais compte tenu de votre situation, est-ce que vous pensez que c'est une piste pour améliorer la situation financière? C'est une piste, mais il faut retenir l'adjectif marginal. Ce n'est pas ça qui va nous remplir les poches, si je peux me permettre de parler vulgairement. La CTG, par la loi, reste notre principal partenaire financier, parce que vous savez que les contributions des communes sont quand même capées au niveau... On ne peut pas les augmenter plus que le coût de la vie. Donc automatiquement, dès qu'on aura des besoins, ces besoins seront... disons, répercutés sur la CTG. Alors, c'est pour cela d'ailleurs que nous avons fait un séminaire dernièrement avec les élus, de manière à pouvoir, avec eux, cerner les grandes problématiques d'un SDIS, de manière qu'ils soient bien imprégnés de nos besoins et de nos attentes. Alors, l'une des recommandations de la Chambre est de maîtriser les dépenses liées au personnel, sachant qu'aujourd'hui, 82% du budget de fonctionnement est consacré au salaire des pompiers. Qu'en dites-vous ? Là, je dis toujours la même chose à la CRC. J'ai eu l'occasion de passer dans plusieurs départements d'outre-mer. La CRC oublie que dans les départements d'outre-mer, nous avons un facteur qui s'appelle les 40%. Et qu'on ne peut pas comparer un SDIS d'outre-mer avec un SDIS de métropole parce qu'il y a ce facteur. Ça veut dire finalement que l'enveloppe n'est pas proportionnelle à ces 40%. Voilà, l'enveloppe, si on enlève les 40%, on se retrouve à peu près au même niveau qu'un SDIS de l'Hexagone. Alors qu'est-ce que peut-être le SDIS propose aujourd'hui pour faire face à ce point-là ? À mon sens, au contraire, nous avons quand même encore des besoins en personnel, c'est surtout en termes de volontaires. Et aussi un peu en professionnel. Et donc, au fur et à mesure, nous allons tracer ces perspectives par le biais d'un schéma d'analyse
On va en fait analyser nos risques de la Guyane et à partir de ces risques, on va proposer aux élus une couverture. Et c'est ces élus qui vont faire la balance. Est-ce qu'on protège celui qui est au milieu de la forêt? Est-ce qu'on veut absolument porter secours à celui qui est au milieu de la forêt? À ce moment-là, c'est un coût. Si on ne veut pas, c'est un autre coût. Et à ce moment-là, on fera la balance. Vous parliez du personnel, qu'il faut plus de monde, en tout cas de professionnels. On a aussi beaucoup entendu les pompiers eux-mêmes, dans l'actualité, réclamer plus de moyens, même humains. Mais le rapport souligne quand même que les indemnités touchées par le personnel ont bondi de 15% sur cette période, c'est-à-dire de 2008 à aujourd'hui. Pour quelle raison ? Là, elle-même, la Chambre régionale des comptes n'arrive pas à donner des raisons. C'est une gestion, effectivement, comme vous dites, une gestion antérieure à la mienne. Je ne pourrais pas m'avancer, mais je pense que si ces indemnités augmentées, c'est surtout à cause des textes nationaux, parce qu'on est dépendant quand même de textes nationaux, qui rendent parfois obligatoires certains taux. Et nous sommes parfois obligés de suivre ces textes. Et d'augmenter notamment les indemnités pour le personnel. Les indemnités pour le personnel, parfois, c'est ce qui rythme la vie du personnel. Il y a certaines conditions de vie, certaines conditions de management qu'il faut parfois apprécier. Il faut s'adapter en fait, c'est ce que vous voulez dire. Alors la Chambre régionale des comptes semble aussi en vouloir aux SDIS d'avoir davantage dépensé pour du matériel, et vous l'évoquiez au tout début de cet entretien, plutôt que pour construire de nouveaux centres. Oui, tout à fait. Effectivement, moi, je dis toujours, il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire, il faut faire d'abord le contenant, c'est-à-dire faire une caserne, et après, on mettra toute l'informatique qu'on veut, tous les hommes, le matériel. Et c'est l'objectif d'ailleurs du nouveau président, et de l'ancien, et des anciens aussi, qui ont construit les casernes au fur et à mesure de leurs moyens. Et actuellement, nous sommes sur une perspective de construire 3 casernes dans les années à venir. On a éventuellement une date ? Un horizon? L'horizon, moi j'espère que dans 3 ans, on ait déjà ces 3 casernes. Sachant que l'objectif final en Guyane, c'est de construire une caserne dans chaque commune. Parce que malgré tout, chaque caserne, vous le savez, sont éloignées l'une de l'autre et nous sommes obligés de mettre des structures pérennes qui permettent de secourir la population. Un petit point à présent sur les factures aux collectivités. On connaît bien la situation, notamment celle de Matoury. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Vous parlez sûrement des contributions communales. Tout à fait. Voilà, qui restent toujours, comme je dis, obligatoires. C'est toujours un peu difficile, c'est vrai, je dois le reconnaître, d'assurer la paie du personnel à la fin du mois. Mais nous y arrivons avec nos réseaux, avec des coups de fil. Mais au fur et à mesure, nous pensons... Avec vos réseaux, excusez-moi, c'est... non, avec des coups de fil, simplement. Ça laisse l'imaginaire, en tout cas. Non, pas du tout. Mais avec des simples coups de fil, nous arrivons à convaincre nos partenaires. D'accord. Mais je crois que le problème aussi réside, excusez-moi, sur le fait qu'il y a une certaine incompréhension dans ce mode de calcul des contributions. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons entamer, avec l'accord des élus, une révision de ces modes de calcul, de manière que tout le monde soit clairement informé de ce qu'il paye et pourquoi il paye. Et vous parliez de la collectivité territoriale de Guyane notamment, parce que les choses sont en train de se mettre en place. Est-ce que ça ne va pas aussi vous retarder? Dernier point. Non, pas du tout. C'est des choses qui peuvent être, d'ailleurs, qui doivent être faites en même temps. C'est, disons, ce que je disais, réorganiser cette répartition de contributions de manière que ce soit, entre guillemets, assaini et que les élus payent de manière maintenant claire et automatique, n'est pas toujours cette impression de payer plus que l'autre, de ne pas payer assez, etc. Merci beaucoup Félix Anténor-Abazac d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Toute autre chose, à présent, les acteurs du BTP des Antilles Guyane se sont réunis vendredi matin à Baie-Mahault, en Guadeloupe. Ils ont rédigé un certain nombre de propositions qu'ils prévoient d'envoyer à Bercy afin de débloquer les agréments fiscaux. Une rencontre suivie par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. En Guyane et à La Réunion, les responsables des différentes fédérations du BTP des travaux publics des 4 DOM cherchent à savoir. Ils ont prévu de se mobiliser, mais pour l'instant, ils informent. L'économie guyanaise, depuis 2 ans, a calé. Ça veut dire que l'activité du BTP est passée de 450 millions à 250 millions. La grande majorité de la population, elle vit hors de Cayenne, elle vit sur le fleuve, c'est 100 000 habitants le long des fleuves, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école. Donc les problématiques sont un peu différentes de la vision qu'on peut avoir en arrivant dans Cayenne. Mais c'est un pays qui doit se construire et qui ne peut pas se construire à l'heure d'aujourd'hui, faute notamment d'engagement du contrat plan État-région, qui ne s'est pas engagé depuis 2 ans et qui est arrêté. Chaque département doit faire face à un avenir plus qu'incertain et au désengagement de l'État.
En Martinique, les retards de paiement et l'arrêt de la commande publique a plongé le secteur dans l'abîme. On parle de l'égalité, mais aujourd'hui nous voulons l'égalité réelle, c'est-à-dire qu'on prend en compte les revendications du secteur particulier du BTP en Martinique et que l'on puisse se décider enfin de se mettre autour d'une table et d'écouter les vrais problèmes du secteur. Le mouvement que nous menons est, comment dirais-je, ensemble répond aux difficultés des départements, de tous les départements français d'outre-mer. Nous ne pouvons pas vous dire qu'on va se mobiliser demain ou après-demain. Nous attendons déjà de voir quelle attitude aura le gouvernement vis-à-vis de nos revendications. Qu'est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à discuter avec nous? Est-ce qu'ils sont prêts à se mettre autour d'une table et puissent nous écouter au moins une fois? Les entreprises sont acculées, faute de trésorerie. Beaucoup mettent la clé sous la porte. À La Réunion, depuis 2008, ils ont perdu 10 000 salariés, faute aussi du déblocage des agréments fiscaux. Je pense qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, que ce soit dans l'ensemble des DOM, doit se réveiller pacifiquement. Peut-être qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de faire comprendre effectivement à BSI que la commande politique voulue par le président de la République et le Premier ministre doivent se mettre en place. Que retarder effectivement les agréments, c'est mettre en péril encore un peu plus nos entreprises. Quand nous savons qu'à La Réunion, des milliers effectivement de logements en moins de la construction en 2016 et autant effectivement en Guadeloupe et dans les DOM, pouvons-nous continuer aujourd'hui à être passifs, à attendre effectivement que les entreprises se tombent, se meurent et que nos salariés effectivement se retrouvent au chômage? Les 4 DOM en Guadeloupe pour échanger sur des problématiques communes dans le BTP, c'est une première. C'est dire que la situation est grave. Pour un domaine généralement créateur d'activités et pourvoyeur d'emplois, le président de la Fédération de Guadeloupe tente un dernier recours. Nos entreprises aujourd'hui, la plupart d'entre elles déposent le bilan pas volontairement, mais sont assignées par les institutions sociales et fiscales. La réponse urgente, et nous avons rencontré le président de la collectivité régionale, c'est de pouvoir payer pour le si peu d'activités que nous avons, d'être payés, parce que ça fait des mois et des mois que nous ne sommes pas payés. Pour ne rien vous cacher, depuis le mois de novembre, nos entreprises n'ont pas été payées. Et elles continuent de travailler toujours, et il faut faire face à nos obligations. Donc l'urgence pour nous, c'est déjà d'être payés de ce qu'on nous doit, et de voir au niveau de la relance économique, voir quels sont les projets qu'on pourrait mettre en place. Et même certains projets qui sont aujourd'hui financés, comme la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre et des Abîmes, voir avec le gouvernement, parce qu'à l'heure des charges, nous savons bien que ce sont les agréments fiscaux qui sont en attente, qui bloquent ces opérations, parce qu'on ne peut pas construire pour reloger les gens. Ensemble, ils vont rédiger des propositions qu'ils vont soumettre directement au président de la République. D'ici là, la mobilisation risque de prendre une tournure plus âpre. Restez avec nous dans quelques instants. Nous parlerons sport avec un retour tout d'abord sur le championnat du monde de boxe WBF remporté par le Français Michel Motmora. Et puis nous verrons comment la sélection Guyane de beach volley se prépare pour la phase finale de la Continental Cup, mais surtout pour les Jeux Olympiques de Rio. Reportage à suivre dans quelques instants. Mais avant, c'était le 8 mai 1902, aux alentours de 8 h du matin. Saint-Pierre était frappé par un épais nuage de cendres, causant la mort de 30 000 personnes. 114 ans après l'éruption de la montagne Pelée, des vestiges sont encore visibles. Un moyen pour les habitants de Saint-Pierre de ne pas oublier. Reportage Guy-Raphaël René. Plus d'un siècle après son éruption meurtrière de 1902, la Pelée qui culmine à 1397 mètres au-dessus de la ville de Saint-Pierre reconstruite hante encore certains habitants. Nous ne pouvons pas regarder sur ça, mais nous toujours inquiètes. Dit que si on est pété, mais nous ne pouvons pas dire qui joue pété. Oui, parce que les bagages sont pété aujourd'hui, et pété demain, et pété pas les jours. Mais nous toujours inquiètes. Il a qu'à vivre là aussi, et nous ne pouvons pas passer en dingue là nous-mêmes. Mais Saint-Pierre, c'est un bon côté pour vivre quand même, malgré le volcan. Mais si, c'est un bon côté. Tous les matins, avant de partir en mer, je le regarde. Mais pourquoi vous le regardez tous les matins justement? Parce que je l'aime beaucoup. Je suis ici, moi, 17 ans, je suis 80 ans. Alors, mon papa, il pété. Je pense qu'à l'actuel, avec les techniques, s'il y a un problème, on le saura. 114 ans après, l'héritage laissé par l'ancienne capitale est constitué de quelques ruines, comme ici l'ancien théâtre qui a accueilli de grandes représentations, ou le cachot de Siparis, l'un des rares escapés de l'éruption. D'autres sites portent les stigmates de la catastrophe, mais c'est ici, dans ce musée créé en 1933, par le vulcanologue américain Frank Perret, que vit cette histoire. Chaque année, environ 24 000 visiteurs viennent découvrir le Saint-Pierre d'avant et d'après l'éruption.
qu'on y retrouve des images et des objets qui relatent l'histoire de la ville avant l'éruption de 1902. Et puis également une présentation de l'éruption, de ce qu'était l'éruption, donc en matière d'histoire également, d'images, d'objets particulièrement aussi qui attestent de la violence du choc. Et puis particulièrement de photos des ruines de la ville qui s'y trouvaient. Si l'éruption a participé à la renommée de Saint-Pierre, la ville bénéficiait déjà d'une grande notoriété avant la catastrophe, grâce à son port de commerce, l'un des plus importants de la Caraïbe à cette époque. Elle recevait des marchandises du monde entier, également le commerce de personnes, enfin le transport de personnes s'y faisait puisqu'il n'y avait pas de route à l'époque. La ville avait une notoriété bien avant l'éruption. Une ville d'art et d'histoire qui a l'ambition non pas de redevenir la capitale, mais de retrouver ses lettres de noblesse à travers le projet du Grand Saint-Pierre initié il y a quelques années, mais en pause depuis quelques temps. Il nous faut absolument repartir sur ce qui a déjà été réalisé, des réflexions ont été faites. D'ailleurs, la population m'interpelle parce qu'elle a été associée à cette réflexion. Les gens ne comprendraient pas qu'après avoir fait toutes ces réunions où ils ont exprimé un certain nombre de choses très fortement, que l'on laisse tomber ce projet. Donc je peux comprendre qu'on veuille l'amender, on peut le revoir, on peut redéfinir les objectifs, mais un travail a été fait, notamment par le parc naturel régional, mais aussi des projets qui étaient de la région Martinique, des projets qui sont de la ville de Saint-Pierre, des projets qui sont de la Chambre de commerce. Tous ces projets-là constituent l'espoir que nous avons, nous les villes du Grand Nord Martinique, du Grand Nord Caraïbe en particulier, pour un développement fondé sur le tourisme, fondé sur les richesses de tout ce territoire. Donc nous attendons avec impatience, je parle là au nom des maires avec qui je dialogue, de rencontrer très rapidement les représentants de la CTM pour continuer ce travail. 114 ans après la catastrophe, Saint-Pierre attend toujours le projet qui va la faire renaître de ses cendres. Retour chez nous juste avant d'ouvrir notre page sport. Vous le savez, le boxeur guadeloupéen Jean-Marc Mormet qui était nommé délégué à l'égalité des chances des Français d'outre-mer en mars dernier. Nous avons profité de sa présence dans notre département pour revenir sur cette nomination et ses enjeux. Mental de battant oblige, le double champion du monde se dit confiant. On l'écoute au micro de Caroline Alcide. J'essaie de trouver les problèmes que rencontrent les Français d'outre-mer et puis c'est les identifier, c'est d'après les régler. Donc pour l'instant ça se passe très bien. J'ai rencontré le président de région qui est Rodolphe Alexandre, on a discuté un peu et puis éventuellement de voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Et les dossiers forcément, mais je le suis depuis on va dire maintenant 1 mois et demi, j'en ai déjà sur Paris parce que moi je m'occupe des Français d'outre-mer qui sont sur la métropole. Donc oui j'ai des dossiers, oui j'ai déjà identifié les problèmes et maintenant qu'il reste qu'à résoudre. Un des premiers qui arrive et c'est pour l'Océanie par rapport à la sécurité sociale, parce que quand ils ont la sécurité sociale, c'est la connexion entre la caisse de sécurité sociale de métropole et la leur qui leur permettrait d'avoir un numéro. Et puis aussi les cautions bancaires pour tous les Français d'outre-mer qui rentrent aussi en métropole, ils ont des problèmes de caution bancaire pour être logés, avoir des appartements. Justement, c'est mettre mon énergie à pouvoir régler le problème pour les plus grands nombres. Donc, non, ça ne me fait pas peur, au contraire, j'ai l'énergie, j'ai envie, je suis très content que le Premier ministre m'ait nominé pour ça et donc je pense que j'espère être à la hauteur de cette tâche. On revient à présent sur le week-end sportif riche avec tout d'abord le grand gala de boxe qui s'est tenu vendredi soir au Procte de Cayenne, de Matoury, et le championnat du monde WBF, compétition tenue pour la première fois dans notre département et remportée par Michel Motmora. Le Martiniquais s'est imposé au point face au Brésilien John Anderson Carvalho. Récit complet du gala avec Caroline Alcide. Nouveau champion du monde WBF de cette catégorie des poids moyens. Michel Motmora laisse exploser sa joie au terme des 12 rounds de ce championnat du monde poids moyen. 12 reprises âprement disputées. C'est pied au plancher que le Français entame ce combat qui l'oppose au solide Brésilien John Anderson Carvalho. Dès les premières reprises, Michel Motmora impose son rythme. Au 4e round, plus en jambes, il accule le Brésilien dans les cordes sans parvenir à le mettre KO. Soutenu par le public guyanais, le Français se montre plus mordant malgré de belles réactions de Carvalho. Au terme de ce combat, les 3 juges désignent Michel Motmora nouveau champion du monde des poids moyens WBF, un titre qui avait été laissé vacant.
Au cours de cette soirée, Leonardo Mosquera a démontré tout le bien qu'on pense de lui. Il a largement dominé le Trinidadien Andrew Firmin. L'arbitre a mis un terme au combat à la 3e reprise. Jordan Ngwete lui aussi a mis le feu au prog en envoyant au tapis à plusieurs reprises El Hadji Cissé. L'arbitre a mis un terme au calvaire du boxeur d'Aulnay-sous-Bois. Une soirée historique qui a permis à la boxe guyanaise de retrouver un peu d'éclat et à Jacques Chinon de réussir son pari. La sélection Guyane de beach volley poursuit sa préparation. Déjà qualifiée pour la finale de la Continental Cup, elle entrevoit les Jeux Olympiques de Rio en cas de victoire. La sélection met donc toutes ses chances de son côté et multiplie les actions. La dernière en date, c'était ce week-end sur la place des Palmistes, un tournoi face aux sélections du Suriname et de Macapa. Jonathan Lario. 4-5 mètres là, donc du coup j'ai peur de te l'envoyer au fil. Il a des grands bras et tout ça. L'heure en est aux ajustements pour les hommes de la sélection de beach volleyball guyanaise. Et pour ce faire, rien de mieux que des affrontements de haut niveau, le temps d'un tournoi contre les sélections du Suriname et de la Mapa. Installée au centre de la place des Palmistes de Cayenne, la compétition a attiré l'attention de tous les amateurs de volleyball. Et après des affrontements très intenses, c'est la Guyane qui finit par l'emporter. On prend de l'expérience, on joue contre le Suriname, 2 équipes de l'État de la Mapa. On a certes des lacunes à corriger. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc maintenant sur ce type de tournoi, ça nous permet de voir et de corriger ce qu'il y a à corriger pour être meilleur quand on va jouer contre les grosses délégations au Chili. Mais c'est de bon augure, on progresse, on est un groupe qui se connaît déjà, on est déjà partis ensemble. Et notre force, c'est qu'on ne lâche rien du tout. Mais ce n'est là que la préparation en vue de la vraie compétition. Dans un peu plus d'un mois, les volleyeurs guyanais partiront disputer les phases finales de la Continental Cup, avec à la clé une possible qualification aux Jeux Olympiques de Rio en août prochain. Ils seront confrontés à plusieurs grandes nations du beach volleyball sud-américain, telles que l'Argentine, la Bolivie. Il y a des ajustements encore à faire. Donc là, j'ai fait donc 2 paires. On a combiné 2 paires. Je pense qu'il y a encore du changement pour le prochain tournoi. Je vais peut-être modifier encore les paires. Donc il y a encore du travail. Donc pour nous, c'était très important déjà de gagner ce tournoi-là. Parce que si on veut aller plus loin, si on n'est pas capable de gagner chez nous, ça sera compliqué de gagner là-bas. Donc il fallait vraiment remporter ce tournoi-là. Bon, les garçons, ils l'ont fait. Donc je suis satisfait pour ça. Je pense que le niveau en Amérique du Sud est quand même plus élevé que ce que l'on a vu ce soir. Les Guyanais sont chanceux de ne pas avoir le Brésil dans leur phase de qualification. Mais des nations comme le Chili ou le Venezuela, qui sont des nations olympiques, risquent de leur poser problème. Un dernier tournoi de préparation devrait avoir lieu quelques semaines avant leur départ pour le Chili, car si ici la victoire était au rendez-vous, la tâche pour décrocher un ticket pour les JO risque d'être un peu plus ardue. Ainsi s'achève votre journal. Merci d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, le rappel des titres. L'alignement de Mercure et du Soleil dans l'axe de la Terre, un moment rare et difficile à observer qui aura duré 7 heures dans notre ciel aujourd'hui. Des collégiens de Cayenne ont eu la chance de le contempler. Une manifestation pacifique ce week-end contre l'emplacement du futur cimetière de Montjoly. Les habitants de la cité Arc-en-Ciel insistent, la mairie doit tenir ses engagements. Cette dernière ne démord pas, le chantier du cimetière se poursuit. Enfin, un tournoi de beach volley s'est tenu sur la place des Palmistes le week-end dernier. La sélection Guyane affrontait celle du Suriname et de Macapa. Un entraînement de plus pour nos Guyanais avant la finale de la Continental Cup et peut-être les Jeux Olympiques de Rio. Ainsi s'achève donc cette édition. Dans quelques instants, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Très bonne soirée à vous sur ATV Guyane. À demain.